C'est fait. Personne ne suspecte rien. La voix du chauffeur résonna le long du couloir de l'hôpital, mais il n'avait aucune idée la nouvelle infirmière écoutait. Pendant 3 semaines, le général de Marine Bruce Hopkins avait été allongé immobile dans ce lit. L'accident qui faillit le tuer fut jugé panne mécanique. Son chauffeur le plus fiable, Julius, joua l'ami dévasté parfaitement, mais Maria Bloom remarqua des choses que les autres ne firent pas. La manière la mâchoire de Julius se serra quand les docteurs mentionnèrent la récupération. La manière ses yeux se tournèrent vers la porte. La manière les mains du général se serrèrent quand Julius entra dans la pièce. Puis vint l'appel téléphonique, la confession et le choix impossible de Maria. Exposer un tueur en puissance ou rester silencieuse et le laisser finir ce qu'il commença. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites-nous savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appréciez l'histoire, c'est fait, personne ne suspecte rien. Les mots planèrent dans l'air stérile de l'hôpital Memorial Richmond. Maria Bloom se tint figée dans le couloir, partiellement cachée par la carte de médicaments qu'elle avait organisée. La voix appartenait à Julius Cage, le chauffeur qui avait visité le général Bruce Hopkins chaque jour depuis l'accident il y a 3 semaines. Le cœur de Maria tambourina pendant qu'elle le regardait à travers la petite fenêtre dans la porte. Julius se tint dos à elle, téléphone pressé contre son oreille, sa main libre agrippant le cadre de la porte si fort ses jointures étaient devenues blanches. Elle se rapprocha, attentive à rester hors de vue. L'appel téléphonique continua, mais Julius avait baissé sa voix. Maria ne capta que des fragments, des mots qui lui glacèrent le sang, des mots comme ne se réveillera pas épreuves et finies. Quand Julius finit finalement l'appel et passa devant elle sans un second regard, Maria sentit ses mains trembler. Elle regarda le long du couloir vers la chambre 847, où le général de Marine Bruce Hopkins avait été allongé immobile pendant 3 semaines. Ses yeux fermés, son corps immobile, les machines respirant pour lui, surveillant chaque battement de cœur. Maria avait été assignée à ses soins seulement il y a 5 jours. Mais en ces 5 jours, elle avait remarqué des choses, petites choses, le genre de détails que la plupart des gens manquent. La manière Julius se positionna entre le général et la porte pendant chaque visite. La manière sa mâchoire se serra chaque fois qu'un docteur mentionnait la possibilité de récupération. La manière les mains du général se serraient juste légèrement, presque imperceptiblement, chaque fois que Julius entrait dans la pièce. Et maintenant cet appel téléphonique. Maria marcha lentement vers la chambre 847. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le général Hopkins exactement comme elle l'avait laissé il y a 20 minutes, les yeux fermés, le visage paisible, complètement immobile. Mais alors qu'elle se tenait là à regarder, elle remarqua quelque chose qu'elle avait vu avant, mais n'avait jamais tout à fait compris. Sa main droite, reposant sur la couverture blanche de l'hôpital, était serrée dans un point ferme. Elle poussa la porte et entra. La pièce sentait l'antiseptique et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. La peur, peut-être, ou des secrets. Debout au pied du lit, Maria étudia le visage du général. Bruce Hopkins avait bâti sa vie entière sur une règle inébranlable. Personne n'était au-dessus de la loi. Elle avait lu sur lui dans les journaux au fil des ans. Le général de Marine qui avait envoyé des fonctionnaires corrompus, des chefs du crime organisé et des réseaux criminels entiers en prison. Un homme qui avait fait des ennemis dans chaque ombre, dans chaque coin sombre du système judiciaire. Et maintenant, un de ses ennemis l'avait finalement atteint. La question était, lequel? Maria jeta un coup d'œil au général une fois de plus, puis de nouveau vers la porte, avant qu'elle ne puisse comprendre ce qu'elle venait d'entendre, avant qu'elle ne puisse décider quoi faire avec la suspicion grandissant dans sa poitrine. Elle avait besoin de comprendre quelque chose de crucial. Elle avait besoin de comprendre exactement qui Bruce Hopkins était et pourquoi quelqu'un le voudrait mort. Mais pour comprendre comment il est arrivé ici, pour comprendre pourquoi un général de Marine décoré
était allongé dans un lit d'hôpital pendant que son chauffeur le plus fiable faisait des appels téléphoniques sinistres dans des couloirs vides, vous devez savoir qui Bruce Hopkins était vraiment. Vous devez connaître l'homme derrière l'uniforme, les affaires qu'il avait construites, les ennemis qu'il avait faits, et la seule personne qu'il n'aurait jamais dû faire confiance. Avant que je ne vous dise comment Maria Bloom découvrit la vérité, avant que je ne vous montre la preuve qui mènerait un tueur en puissance devant la justice, cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous croyez que la justice devrait toujours gagner. Les trolls qui se rangent du côté des criminels ne le feront pas. Mais vous le ferez parce que cette histoire est sur ce qui arrive quand la loi ne peut pas parler pour elle-même. Quand le seul témoin est piégé à l'intérieur de son propre corps, et quand le seul espoir vient d'une infirmière qui refusa de détourner le regard. 3 semaines plus tôt, personne n'aurait deviné ceci arriverait. Bruce Hopkins se tint dans le tribunal fédéral d'Alexandria, Virginie, regardant un autre fonctionnaire corrompu être emmené menotté. C'était un mardi après-midi, anormalement chaud pour octobre, et l'homme venait d'être condamné à 15 ans pour corruption et obstruction de la justice. Bruce ne sourit pas. Il ne sourit jamais à des moments comme ceux-là. La justice n'était pas à propos de satisfaction. C'était à propos de principe. Pendant 30 ans, le général de Marine Bruce Hopkins avait vécu par une règle inébranlable. Personne n'était au-dessus de la loi. Ni les politiciens, ni les dirigeants d'entreprise, ni les confrères officiers, ni même les amis. La loi était la loi. Et Bruce Hopkins l'appliquait sans hésitation, sans compromis, sans merci pour ceux qui croyaient leur pouvoir les rendait intouchables. Sa carrière avait été légendaire. Commençant comme un jeune avocat du corps des Marines, Bruce avait gravi les échelons avec une réputation qui le précédait dans chaque tribunal, chaque audience, chaque enquête. Il avait poursuivi des criminels de guerre qui pensaient leur rang les protégerait. Il avait démantelé des réseaux du crime organisé qui avaient opéré pendant des décennies. Il avait envoyé un membre du Congrès en fonction en prison pour corruption. Il avait exposé un entrepreneur de la défense dont l'équipement défectueux avait coûté des vies américaines. Il avait fait tomber un dirigeant pharmaceutique qui avait sciemment distribué des médicaments contaminés aux hôpitaux militaires. Les affaires étaient différentes, mais le fil les reliant était toujours le même. Bruce Hopkins ne regardait jamais de l'autre côté. Quand des preuves apparaissaient, il les suivait. Quand des témoins se manifestaient, il les protégeait. Quand des personnes puissantes essayaient de l'intimider, il travaillait plus dur. Ses collègues l'appelaient implacable. Ses adversaires l'appelaient impitoyable. Bruce l'appelait devoir. Dans le corps des Marines, il avait gagné 3 étoiles et le respect de tous ceux qui servaient sous lui. Dans la communauté juridique, il avait gagné quelque chose d'autre entièrement, la peur. Parce que quand Bruce Hopkins ouvrait une enquête, les taux de condamnation n'étaient pas juste élevés, ils étaient presque parfaits. Il construisait des dossiers comme il avait été entraîné à construire des opérations militaires. Méthodique, minutieux, hermétique. Les avocats de la défense redoutaient de voir son nom sur l'accusation. Les juges savaient que quand le général Hopkins présentait des preuves, elles avaient été vérifiées de 6 manières différentes. Mais chaque condamnation créait un ennemi, et les ennemis n'oublient pas. Pour chaque criminel que Bruce envoyait en prison, il y avait un membre de la famille qui le blâmait. Pour chaque réseau corrompu qu'il démantelait, il y avait des associés qui juraient vengeance. Pour chaque figure puissante qu'il exposait, il y avait des alliés complotant des représailles. Bruce savait cela. Il avait reçu des menaces au fil des ans, des douzaines d'entre elles, des lettres, des appels téléphoniques, des avertissements voilés de personnes qui pensaient l'intimidation le ferait reculer. Cela ne le fit jamais. Il avait témoigné devant le Congrès sur la réforme de la justice militaire. Il avait donné des interviews sur l'importance de la responsabilité dans les postes de pouvoir. Il avait formé de jeunes procureurs sur la construction de dossiers de corruption. Et à travers tout cela, Bruce Hopkins resta intouchable. Non pas parce qu'il était chanceux, mais parce qu'il était prudent. Il variait ses itinéraires.
Il gardait sa vie personnelle privée. Il ne faisait confiance qu'à un petit cercle de personnes qui avaient fait leurs preuves au fil des années de service. Des gens comme son chauffeur, Julius Cage. Julius avait été avec lui pendant 8 ans, le conduisant aux tribunaux, aux bases militaires, aux réunions avec les procureurs fédéraux. Julius connaissait son emploi du temps mieux que quiconque. Julius savait quels itinéraires il préférait, quel café il s'arrêtait le lundi matin, quelles entrées de tribunal avaient le moins de retard de sécurité. Julius était fiable, professionnel, invisible de la manière que le bon personnel l'est toujours. Bruce avait recommandé Julius pour des éloges 2 fois. Il avait écrit une lettre de référence quand Julius acheta sa première maison. Il avait assisté aux funérailles du père de Julius et avait envoyé des fleurs quand la sœur de Julius eut son premier enfant. La confiance n'était pas quelque chose que Bruce donnait facilement, mais une fois gagnée, elle était absolue. Cette confiance s'avérerait être sa plus grande erreur. Parce qu'un de ses ennemis, une des personnes qui avait attendu dans l'ombre pendant des années, nourrissant une rancune et planifiant une vengeance, était plus proche que Bruce Hopkins n'aurait jamais imaginé. Plus proche qu'il n'aurait pu le deviner. Assez proche pour savoir exactement quand il serait le plus vulnérable. Assez proche pour faire que cela ressemble à un accident. Assez proche pour se tenir au-dessus de son lit d'hôpital après et sourire. Bruce Hopkins fit confiance à Julius avec sa vie. Ce fut sa première erreur. Julius Cage avait été le chauffeur de Bruce pendant 8 ans. 8 ans d'arriver 15 minutes en avance. 8 ans de garder le véhicule immaculé. 8 ans de savoir exactement quel itinéraire prendre selon le trafic, la météo ou l'humeur du général. Julius était le genre d'employé que vous oubliez de la meilleure manière possible. Efficace, professionnel et si fiable que Bruce arrêta de le considérer comme du personnel et commença à le considérer comme faisant partie de la routine, comme le café le matin ou le journal le dimanche. Juste là, leur relation était cordiale, professionnelle, bâtie sur le respect mutuel et très peu de mots. Bruce glissait sur le siège arrière. Julius ajustait le miroir et il conduisait dans un silence confortable. Parfois, Bruce prenait des appels téléphoniques. Parfois, il revoyait des dossiers d'affaires. Parfois, il regardait juste par la fenêtre en pensant. Julius n'interrompait jamais, ne posait jamais de questions, ne dépassait jamais les bornes. Bruce avait écrit à Julius d'excellentes évaluations de performance chaque année. Il l'avait recommandé pour des augmentations au mérite. Il faisait confiance à Julius avec des emplois du temps sensibles, en sachant quand il rencontrerait des informateurs confidentiels ou voyagerait vers des installations sécurisées. Ce niveau de confiance n'était pas donné à la légère, et Julius n'avait jamais donné à Bruce une seule raison de douter de lui. Mais ce que Bruce ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu savoir parce que Julius avait été si prudent pour le cacher, c'était que Julius Cage avait un frère, Marcus Cage. Et il y a 10 ans, Bruce Hopkins avait envoyé Marcus en prison pour 12 ans pour des accusations de détournement de fonds et de fraude. Marcus avait été un entrepreneur civil travaillant avec le corps des Marines, détournant de l'argent des opérations de la chaîne d'approvisionnement. La preuve avait été accablante. Le procès avait été rapide. La sentence avait été appropriée. Bruce Hopkins avait poursuivi des centaines d'affaires. Marcus Cage n'était qu'un autre nom dans une longue liste de condamnations. Un autre criminel qui avait cru qu'il ne serait pas attrapé. Un autre dossier classé qui fut clos et archivé. Bruce ne pensa jamais à Marcus Cage après la sentence. Pourquoi le ferait-il? L'affaire était terminée. Justice avait été rendue. Le système avait fonctionné exactement comme il le devait. Mais Julius y pensait chaque jour. Marcus était son frère aîné, son seul sibling, la personne qui l'avait aidé à l'élever après la mort de leurs parents. Et maintenant, Marcus était assis dans une prison fédérale. Sa réputation détruite, sa carrière terminée, son mariage brisé. Julius lui rendait visite une fois par mois, faisant le trajet de 4 heures jusqu'à l'établissement, s'asseyant en face de son frère dans la salle de visite, regardant Marcus devenir plus dur
et plus amer chaque année qui passait. Julius n'oublia jamais. Il attendit juste. Il avait postulé pour le poste de chauffeur 6 mois après la condamnation de Marcus. Il avait passé les vérifications d'antécédents, réussi les entretiens, se présentant comme exactement ce dont Bruce Hopkins avait besoin. Compétent, digne de confiance, oubliable. Il avait passé 8 ans à bâtir cette confiance. 8 ans à être l'employé parfait. 8 ans à apprendre tout sur Bruce Hopkins, ses habitudes, ses préférences, ses vulnérabilités. Julius connaissait l'emploi du temps de Bruce mieux que quiconque. Il connaissait chaque itinéraire que Bruce préférait et chaque itinéraire alternatif qu'il prendrait si le trafic était mauvais. Il connaissait chaque habitude, de la manière dont Bruce vérifiait son téléphone exactement 3 fois pendant le trajet du matin à la manière dont il voulait toujours que la température soit réglée à exactement 72 degrés. Il connaissait chaque faiblesse, de son mauvais genou qui le ralentissait pour entrer et sortir du véhicule à sa tendance à travailler tard le jeudi quand moins de monde était là. Et Julius avait été patient parce que la vengeance, la vraie vengeance, exigeait un timing parfait et une opportunité qui ne reviendrait pas. Elle exigeait de la confiance. Elle exigeait l'accès. Elle exigeait que Bruce Hopkins ne la voie jamais venir. Commentez, je suis pour la justice. Si vous pensez qu'une trahison comme celle-ci est impardonnable, voyons où vous vous tenez. Le 16 octobre commença comme n'importe quel autre jeudi. Bruce Hopkins avait 3 réunions prévues. Une révision de dossier à 9 heures, une déposition à 11 heures et un briefing classifié au Pentagone à 15 heures. Julius Cage était censé le conduire, mais à 7h45 ce matin-là, Julius appela pour dire qu'il était malade. Première fois en 8 ans, Bruce n'y pensa rien. Les gens tombent malades. Julius avait l'air terrible au téléphone, apologétique, congestionné. Il avait déjà arrangé un chauffeur de remplacement, quelqu'un du pool de véhicules qui connaissait les itinéraires. Bruce le remercia, lui dit de se reposer et n'y pensa plus. Pourquoi le ferait-il? Julius avait gagné cette confiance au cours de 8 ans de service parfait. Ce que Bruce ne savait pas, c'est que Julius avait passé la nuit précédente dans le garage du pool de véhicules. Il avait signé et, en utilisant les identifiants de son superviseur, accédé à la baie des véhicules et passé 2 heures minutieuses à travailler sur le système de freinage de la voiture habituelle de Bruce. Julius connaissait les voitures. Il avait appris de son père, qui avait été mécanicien pendant 30 ans. Il savait exactement quelle plaquette de frein compromettre, exactement combien les affaiblir, afin qu'elles tiennent pour la première partie du trajet, mais échouent catastrophiquement sous la contrainte. C'était un travail précis. Trop de dégâts et le chauffeur de remplacement le remarquerait pendant l'inspection avant le départ. Trop peu et les freins pourraient tenir toute la journée. Julius calcula tout. Le poids du véhicule, la vitesse typique sur la route 95 Sud, la section de l'autoroute avec les virages les plus serrés. Il savait que Bruce se dirigerait vers le Pentagone cet après-midi-là. Il savait quel itinéraire le chauffeur de remplacement prendrait. Il savait où les freins échoueraient, et puis Julius rentra chez lui, appela pour dire qu'il était malade, et attendit. La pluie commença juste après 14 heures. Lourde, soudaine, le genre d'averse qui transforme les autoroutes en rivières et réduit la visibilité à presque rien. Le chauffeur de remplacement, un jeune caporal nommé Stevens, conduisit prudemment, les 2 mains sur le volant, les essuie-glaces à pleine vitesse. Bruce était assis à l'arrière, révisant des documents de briefing, complètement absorbé par son travail. Ils étaient à 15 minutes du Pentagone quand cela arriva. Stevens toucha la pédale de frein pour ralentir pour le virage à venir. Rien. Il pressa plus fort. Toujours rien. La pédale s'enfonça jusqu'au plancher. Les yeux de Stevens s'écarquillèrent et il pompa les freins de nouveau, essayant désespérément de trouver de la pression, n'importe quelle pression. La voiture roulait à 70 mph sur une autoroute rendue glissante par la pluie et les freins étaient partis.
Bruce leva les yeux de ses documents juste au moment où Stevens tira le frein d'urgence. La voiture fit une embardée, dérapa de l'arrière, et Stevens lutta avec le volant, essayant de les maintenir sur la route. Mais la physique ne négocie pas. Le véhicule tourna une fois, deux fois, puis s'écrasa de côté contre la barrière de béton. Le métal hurla, le verre se brisa. Le monde devint un chaos de sons, de mouvements et d'impact. Quand la voiture s'arrêta finalement de bouger, elle faisait face dans la mauvaise direction, froissée du côté conducteur. De la vapeur sifflait du moteur détruit. Stevens était conscient, étourdi, saignant d'une coupure sur son front. Sur le siège arrière, Bruce Hopkins ne bougeait pas. Le rapport officiel l'appela « panne mécanique ». Dysfonctionnement du système de freinage dû à des composants usés. Un accident malheureux. Personne n'était en faute. Julius Cage, lisant le rapport depuis son appartement ce soir-là, l'appela Justice. Son frère avait tout perdu à cause de Bruce Hopkins. Maintenant, c'était le tour de Bruce. Bruce survécut à peine. Chirurgie d'urgence, crâne fracturé, hémorragie interne, côte cassée, poumon perforé. Les médecins lui donnèrent 30% de chance de passer la première nuit. Même s'il survivait, ils dirent que le traumatisme cérébral était sévère. Il pourrait ne jamais se réveiller, et s'il se réveillait, il ne serait probablement jamais le même. Julius rendit visite cette première nuit. Il entra dans l'USI, montra ses identifiants de chauffeur du général et se tint au-dessus du lit. Bruce gisait là, des tubes et des fils partout, des machines respirant pour lui, surveillant chaque battement de cœur difficile. Julius regarda l'homme qui avait détruit la vie de son frère et sourit parce qu'il pensait que Bruce ne se réveillerait jamais. Bruce Hopkins se réveilla le 3e jour, mais personne ne le savait. Le terme médical est syndrome d'enfermement. Une rare condition neurologique où le patient est pleinement conscient, pleinement éveillé, mais complètement paralysé. Incapable de bouger quoi que ce soit, sauf parfois les yeux. Dans le cas de Bruce, même ses yeux ne répondraient pas. Il pouvait entendre chaque mot que les docteurs disaient. Il pouvait sentir chaque aiguille, chaque tube, chaque ajustement que les infirmières faisaient. Il pouvait penser avec une clarté parfaite, mais il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas se crier, ne pouvait pas dire à quiconque qu'il était piégé à l'intérieur de son propre corps, pleinement éveillé, complètement seul. Les docteurs discutèrent de son pronostic dans la pièce comme s'il n'était pas là. Lésions cérébrales traumatiques sévères, activité cérébrale minimale, mauvais pronostic de récupération. Ils débattirent s'il fallait continuer un traitement agressif ou passer aux soins de confort. Bruce entendit chaque mot et ne put répondre. Ne put les supplier de continuer à essayer. Ne put leur dire qu'il était toujours là, toujours en train de se battre, toujours conscient. La terreur de ses premières heures était différente de tout ce qu'il avait expérimenté en 30 ans de service militaire. Il avait affronté des combattants ennemis. Il avait témoigné contre des assassins de cartel qui avaient menacé sa famille. Il avait marché dans des salles d'audience sachant qu'il y avait des gens dans la galerie qui voulaient sa mort. Mais ceci était différent. C'était être enterré vivant à l'intérieur de son propre corps. C'était se noyer pendant que tout le monde autour de lui croyait qu'il était paisiblement inconscient. Et puis le 4e jour, Julius vint lui rendre visite. Bruce entendit la porte s'ouvrir, entendit des pas s'approchant du lit, entendit la voix de Julius parlant à une infirmière dans le couloir. Professionnel, inquiet, le chauffeur loyal prenant des nouvelles de son patron. L'infirmière partit et Julius se tint à côté du lit en silence pendant presque 1 minute. Bruce pouvait le sentir là, pouvait sentir la présence, mais ne pouvait pas comprendre pourquoi Julius ne parlait pas, ne posait pas de questions au docteur, ne faisait rien de ce qu'un ami inquiet ferait. Puis Julius se pencha tout près, assez près pour que Bruce puisse sentir son souffle, et Julius murmura « Je l'ai fait. Tu étais censé être parti. » Les mots atterrirent comme un coup physique. L'esprit de Bruce tituba, essaya de traiter ce qu'il venait d'entendre,
essaya de le comprendre. Julius, son chauffeur, 8 ans de confiance, 8 ans de fiabilité professionnelle. Julius avait fait cela. Julius avait causé l'accident. Julius avait essayé de le tuer. Marcus envoie ses salutations. Julius continua, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mon frère, tu te souviens de lui? » « Probablement pas. Juste une autre condamnation pour toi. Juste un autre criminel. Mais il était ma famille. Et tu l'as détruit. Alors je t'ai détruit. C'est juste. » Général. Bruce voulait crier, voulait attraper Julius par la gorge, voulait ouvrir les yeux et lui montrer qu'il était éveillé, qu'il avait tout entendu, que Julius venait d'avouer une tentative de meurtre. Mais son corps ne répondrait pas. Ses yeux restèrent fermés. Ses mains restèrent immobiles. Il était piégé, impuissant, forcé d'écouter son tueur en puissance se vanter sur ce qu'il pensait être une victime inconsciente. Julius se leva, son ton revenant à un volume normal, reprenant la voix de l'employé concerné. « Reposez-vous bien, monsieur. Je reviendrai vous voir demain. » Et puis il partit, refermant la porte doucement derrière lui. Bruce resta allongé là dans l'obscurité derrière ses yeux clos, son esprit hurlant dans le vide. Julius avait essayé de le tuer. Julius s'en sortirait. Et il n'y avait rien, absolument rien, que Bruce puisse faire. L'homme qui avait passé 30 ans à s'assurer que personne n'était au-dessus de la loi ne pouvait même pas signaler sa propre tentative de meurtre. Les jours passèrent comme une torture. Julius rendait visite chaque après-midi, toujours quand il y avait moins de personnel. Il se tenait près du lit, parfois silencieux, parfois parlant du temps ou des arrangements funéraires qu'il aidait à planifier, jouant toujours le rôle parfaitement. Le chauffeur dévoué, l'ami loyal. Et Bruce ne pouvait que rester là et écouter, impuissant, sans voix, invisible. Mais quelqu'un d'autre regardait, quelqu'un qui remarquait des choses que les autres ne faisaient pas, quelqu'un qui était sur le point de tout changer. Si vous croyez que les escrocs et les criminels ne devraient jamais gagner, mettez un like. Montrez-leur qu'ils ont choisi le mauvais général avec qui s'en prendre. Maria Bloom avait un don. Elle remarquait des choses, de petites choses, le genre de détails que la plupart des gens manquent. En 15 ans d'infirmerie, Maria avait appris que la médecine n'était pas seulement une question de suivre des protocoles et d'administrer des médicaments. C'était une question d'observation, de voir le léger changement de couleur d'un patient qui indiquait une infection avant que la fièvre ne monte en flèche, d'entendre le léger changement de respiration qui signifiait qu'une pneumonie se développait, de sentir quand le chagrin d'un membre de la famille se transformait en quelque chose de plus sombre, quelque chose de dangereux. Ses collègues appelaient cela de l'intuition. Maria appelait cela « faire attention ». Elle avait travaillé dans 3 hôpitaux différents à travers 2 États, recevant toujours d'excellentes évaluations, toujours demandées par les familles qui avaient travaillé avec elle auparavant. Maria n'était pas l'infirmière la plus grégaire de l'étage. Elle ne faisait pas particulièrement bien la petite conversation. Mais les patients lui faisaient confiance parce qu'elle les voyait vraiment, pas seulement comme des cas ou des numéros de chambre, mais comme des personnes. Et quand quelque chose n'allait pas, Maria le remarquait. Richmond Memorial l'embaucha début novembre, l'intégrant à l'équipe de l'USI pendant leur saison chargée. Sa première semaine fut consacrée aux formalités d'orientation, à l'apprentissage des systèmes et procédures de l'hôpital. Sa deuxième semaine, elle fut assignée à de vrais patients. L'un d'eux était le général de Marine Bruce Hopkins dans la chambre UCLR-MA7. Maria lut son dossier avant son premier cas. Accident de voiture, lésion cérébrale traumatique sévère, syndrome d'enfermement suspecté mais non confirmé. Pronostic mauvais. Famille, aucune listée. Visiteur régulier Julius Cage, chauffeur et ami. Elle nota tout, le gravant dans sa mémoire comme elle le faisait toujours, puis se dirigea vers sa chambre. Bruce semblait paisible, allongé là.
Les machines bourdonnaient et bipaient autour de lui, faisant le travail que son corps ne pouvait pas faire seul. Maria se présenta, même si les médecins lui avaient dit qu'ils ne pouvaient probablement rien entendre. Elle était infirmière depuis trop longtemps pour supposer que les patients inconscients étaient vraiment inconscients. Elle avait vu trop de cas où les patients rapportaient plus tard avoir entendu tout ce qui avait été dit à leur chevet. « Bonjour, General Hopkins. Mon nom est Maria. Je prendrai soin de vous aujourd'hui. » Elle vérifia ses signes vitaux, ajusta sa ligne, prit des notes sur sa tablette. Tout était routinier. Tout était normal jusqu'à ce que Julius Cage arrive pour sa visite quotidienne. Maria se tenait près des moniteurs quand Julius entra. Il avait des fleurs, des œillettes de supermarché, et il les posa sur le rebord de la fenêtre avec une aisance habituelle. Un homme qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Il hocha la tête à Maria poliment, demanda comment le général allait, écouta sa brève mise à jour. Rien d'inhabituel, rien de mal. Puis le Dr. Patterson entra pour la visite. Il examina le dossier de Bruce, discuta des derniers résultats du scanner et mentionna presque nonchalamment qu'il y avait des signes encourageants, de légères améliorations de l'activité cérébrale. Rien de définitif, mais peut-être que les chances de récupération du général étaient légèrement meilleures que ce qui avait été initialement projeté. Maria observa le visage de Julius pendant que le docteur parlait. La plupart des gens entendant ce genre de nouvelles à propos d'un ami montreraient du soulagement, de l'espoir, une sorte de réaction positive. Mais la mâchoire de Julius se serra juste une seconde. Ses épaules devinrent rigides et ses mains, qui avaient été détendues à ses côtés, se recroquevillèrent un temps point. C'était à peine perceptible. Le docteur ne le remarqua pas, mais Maria le fit. Ce fut sa première observation. La façon dont Julius réagit aux bonnes nouvelles, comme si c'était une menace. La deuxième observation vint 20 minutes plus tard. Le Dr. Patterson était parti et Julius était assis sur la chaise à côté du lit de Bruce, faisant défiler son téléphone. Maria mettait à jour les dossiers de médicaments au petit bureau dans le coin. Elle leva les yeux juste au moment où Julius regarda vers le lit et elle vit la main droite de Bruce. Elle était serrée fort, les tendons de son poignet visibles à cause de la tension. Elle avait vu cette main détendue il y a 1 heure. Elle en était certaine, et maintenant, elle était serrée. Elle regarda de la main à Julius, qui regardait toujours son téléphone, apparemment inconscient, mais le timing était impossible à ignorer. Julius entre dans la pièce. La main de Bruce se serre. Coïncidence? Peut-être, mais les instincts de Maria bourdonnaient. La troisième observation arriva au moment où Julius partait. Maria le conduisit à la porte, pratique courante, s'assurant que les visiteurs savaient quand les heures de visite se terminaient et quand ils pouvaient revenir. Julius la remercia, poli et correct. Mais pendant toute la conversation, les 30 secondes, il n'établit jamais tout à fait de contact visuel. Son regard glissait par-dessus son épaule, se concentrait sur le sol, jetait un coup d'œil à l'embrasure de la porte. N'importe où, sauf directement sur elle. Les gens qui se sentent coupables évitent le contact visuel. Maria l'avait vu 100 fois. Des membres de la famille qui avaient attendu trop longtemps pour amener un parent malade. Des enfants adultes qui avaient négligé des parents âgés. Des conjointes qui avaient causé les blessures qu'ils prétendaient être des accidents. Julius Cage évitait le contact visuel avec le personnel médical. Et Maria voulait savoir pourquoi. Après son départ, Maria resta dans le couloir un long moment, pensant que quelque chose n'allait pas ici. Elle ne pouvait pas articuler exactement ce qu'elle avait. Aucune preuve. Aucune preuve. Juste 3 petites observations qui, individuellement, ne signifiaient rien, mais ensemble, créaient un schéma, un mauvais schéma. Maria Bloom avait appris à faire confiance à ses instincts, et en ce moment, il hurlait que le général Bruce Hopkins ne se battait pas seulement pour sa vie contre des blessures dues à un accident. Il se battait contre quelque chose d'autre entièrement. Maria commença à prendre des notes. Pas dans le dossier médical officiel. Ceux-ci étaient examinés par les superviseurs et soumis aux protocoles légaux,
mais dans un petit carnet qu'elle gardait dans la poche de sa blouse. Observation privée, détails qui semblaient importants, même si elle ne pouvait pas encore expliquer pourquoi. Jour 1 avec le général Hopkins. Julius arriva à 14h15. Maria vérifia le registre des visiteurs plus tard et trouva un schéma remontant à des semaines. Julius venait tous les jours entre 14h et 15h. Toujours les heures calmes, toujours après le déjeuner quand l'USC était moins occupé, quand les médecins avaient terminé leurs rondes du matin et n'avaient pas encore commencé les évaluations du soir, quand moins d'infirmières étaient à la station parce que tout le monde rattrapait son retard sur la documentation. Jour 2, Julius se positionna entre le lit et la porte. Chaque fois, Maria le testa. Elle se tenait près de la fenêtre, forçant Julius à passer devant le lit pour la saluer. Il le fit, mais en moins de 2 minutes, il avait bougé, ajustant les fleurs, redressant la couverture, trouvant toujours une raison de se placer entre Bruce et la sortie. Maria avait déjà travaillé avec des membres de la famille protecteur, des parents qui planaient, des conjoints qui craignaient de laisser leur être cher seul. Mais cela semblait différent. Cela semblait être un blocage, comme si Julius ne protégeait pas le général du monde extérieur. Il protégeait le monde extérieur du général. Jour 3, Maria observa comment Julius interagissait avec le personnel médical. Poli, respectueux, mais toujours bref. Quand les infirmières venaient vérifier les signes vitaux, Julius reculait, se taisait, attendait qu'elle parte. Quand les médecins arrivaient, il s'excusait entièrement, disant qu'il ne voulait pas gêner. La plupart des amis inquiets posaient des questions, voulaient des mises à jour, exigeaient de connaître chaque détail des plans de traitement. Julius ne demandait rien. Il attendait juste que le personnel parte pour pouvoir être seul avec Bruce de nouveau. Jour 4. La main de Bruce se serra de nouveau quand Julius entra. Maria en était certaine maintenant. Elle l'avait spécifiquement surveillé. Et c'était là. Au moment où les pas de Julius franchirent le seuil, la main droite de Bruce se serra en un point. Elle resta ainsi pendant toute la visite. Au moment où Julius partit, en quelques minutes, la main se détendit. Maria savait ce qu'elle voyait. Elle ne savait juste pas ce que cela signifiait. Le 5e jour, elle essaya de parler à Sandra Vickers, l'infirmière principale qui était à l'USC depuis 12 ans. Sandra était expérimentée, respectée, quelqu'un qui pourrait écouter. Maria la trouva au poste des infirmières pendant un moment calme et demanda si elle pouvait parler en privé. Elles entrèrent dans la salle de repos. Maria expliqua ce qu'elle avait remarqué, l'horaire des visites, le positionnement, la manière dont Julius évitait le personnel médical, le serrage de la main, le langage corporel quand les médecins mentionnaient la récupération. Sandra écouta, son visage neutre. Et quand Maria eut fini, Sandra soupira. « Maria, je comprends que vous êtes nouvelle ici et que vous essayez d'être minutieuse. Mais ce que vous décrivez est du chagrin. L'ami de cet homme a failli mourir. Il est en train de gérer un traumatisme. Bien sûr, il est tendu. Bien sûr, il est émotif. Vous lisez trop dans un comportement humain normal. » Maria insista, mais le serrage de la main, c'est cohérent. Chaque fois que Julius entre dans la pièce, spasme musculaire, dit Sandra. Le général a de graves dommages neurologiques. Les réponses musculaires aléatoires sont tout à fait normales. Elles ne signifient rien. Elle posa une main sur l'épaule de Maria sans méchanceté. Je sais que vous voulez aider, mais parfois un cigare n'est qu'un cigare. Julius Cage vient tous les jours depuis des semaines. Il apporte des fleurs. Il s'assied avec un homme qui ne peut même pas reconnaître qu'il est là. C'est de la loyauté. C'est de l'amitié. Ne cherchez pas de problème là où il n'y en a pas. Maria quitta la salle de repos, se sentant frustrée et stupide. Peut-être que Sandra avait raison. Peut-être qu'elle voyait des schémas qui n'existaient pas. Peut-être que ses instincts étaient faux cette fois. Elle était à Richmond Memorial depuis moins de 2 semaines. Qui était-elle pour remettre en question l'évaluation d'une infirmière principale
qui travaillait ici depuis plus d'une décennie? Mais Maria faisait confiance à ses instincts, et ses instincts hurlaient. Elle retourna à la chambre 847 et se tint dans l'embrasure de la porte, regardant Bruce Hopkins allongé immobile dans ce lit. Si elle se trompait, elle perdait son temps sur des observations paranoïaques. Si elle avait raison, quelque chose de terrible se passait, et elle était la seule personne à l'avoir remarqué. Le poids de cette possibilité pesait lourdement dans sa poitrine. Maria prit une décision. Elle continuerait à surveiller, à documenter, à faire attention, car en 15 ans d'infirmerie, ses instincts avaient sauvé des vies, et elle n'allait pas les ignorer maintenant, même si personne d'autre ne la croyait. Puis vint l'après-midi qui changea tout. C'était un mercredi après-midi, anormalement froid pour novembre, et Maria réapprovisionnait le chariot de médicaments dans la salle de fourniture adjacente au couloir de l'USI. Elle entendit des pas, familiers, la démarche délibérée de Julius Cage, et puis ils s'arrêtèrent. Elle jeta un coup d'œil par la petite fenêtre de la porte de la salle de fourniture et le vit debout près de la fontaine d'eau, téléphone pressé contre son oreille, le dos à elle. Maria n'essayait pas d'espionner. Elle faisait juste son travail, organisant les plateaux de médicaments, vérifiant les dates d'expiration. Mais ensuite, elle entendit la voix de Julius, basse et contrôlée, et quelque chose dans son ton la fit se figer. C'est fait. Personne ne suspecte rien. Les mots coupèrent le bruit ambiant de l'hôpital comme une lame. Les mains de Maria s'arrêtèrent de bouger. Son souffle se coupa. Elle resta parfaitement immobile, écoutant. Il y eut une pause pendant que celui qui était à l'autre bout parlait. Puis Julius continua. Les docteurs disent qu'il pourrait récupérer. Pourrait, ils ne savent rien. Il ne se réveillera pas. Fais-moi confiance. Une autre pause. Non, je suis prudent. Je visite tous les jours. Je joue l'ami inquiet. Personne ne me regarde. Maria sentit son cœur battre contre ses côtes. Elle se rapprocha de la porte, attentive à ne pas faire de bruit, s'efforçant d'entendre chaque mot. L'inspection des freins est passée. Julius dit « Panne mécanique, exactement comme nous l'avions prévu. Il n'enquête sur rien. C'est fini. » Sa voix baissa encore plus. Même s'il se réveillait, ce qu'il ne fera pas, il ne sait rien. Il était inconscient avant l'accident. Il n'y a aucune preuve, aucune trace. Nous sommes tirés d'affaire. L'appel se termina. Julius mit son téléphone dans sa poche et marcha vers la chambre 847 comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas juste confirmé dans les moindres détails qu'il avait saboté les freins, qu'il avait planifié l'accident, qu'il avait essayé de tuer Bruce Hopkins. Maria se tenait dans la salle de fourniture, son esprit en pleine effervescence. Elle avait eu raison. Chaque instinct, chaque observation, chaque suspicion avait été correcte. Julius Cage n'était pas un ami en deuil. Il était un meurtrier en puissance, et il venait de l'avouer sans savoir que quelqu'un écoutait. Mais qui la croirait? Elle n'avait pas d'enregistrement, pas de témoin, juste sa parole contre la sienne. Et Julius avait passé des semaines à bâtir sa crédibilité, jouant le chauffeur loyal, l'ami dévoué. Il avait dupé les médecins. Il avait dupé les infirmières principales. Il avait dupé tout le monde. Si Maria allait à la sécurité de l'hôpital tout de suite et leur disait ce qu'elle avait entendu, la croirait-il? Ou penserait-il qu'elle était la nouvelle infirmière paranoïaque que Sandra avait déjà rejetée? Elle n'avait aucune preuve. Juste un appel téléphonique, un sentiment et un patient qui ne pouvait pas parler. Les mains de Maria tremblèrent alors qu'elle agrippait le bord du chariot de médicaments. Elle pensa aux mots de Sandra d'il y a 2 jours. Vous lisez trop dans le chagrin. Ne cherchez pas de problème là où il n'y en a pas. Si Maria signalait cela et que cela ne menait à rien, si Julius niait tout et qu'elle ne pouvait pas le prouver, alors quoi? Serait-elle qualifiée d'instable? Licenciée pour avoir fait de fausses accusations? Sa carrière d'infirmière serait-elle détruite parce qu'elle avait parlé sans preuve?
Mais si elle ne faisait rien, qu'arriverait-il à Bruce Hopkins? Julius venait de dire que le général pourrait récupérer, et Julius ne pouvait pas laisser cela arriver. Parce que si Bruce se réveillait, s'il pouvait communiquer, s'il pouvait dire aux enquêteurs ce qui s'était réellement passé, Julius irait en prison, ce qui signifiait que Julius avait un motif pour s'assurer que Bruce ne se réveille jamais. Un motif pour finir ce qu'il avait commencé. Maria savait à quel point ce serait facile. Une bulle d'air dans une overdose de sédatifs. Un oreiller tenu quelques secondes de trop pendant un moment où personne ne regardait. Julius rendait visite tous les jours. Il avait accès. Il avait l'opportunité. Et maintenant, Maria savait qu'il avait l'intention. Si elle restait silencieuse, Bruce Hopkins pourrait ne pas survivre la semaine. L'homme avait passé 30 ans à s'assurer que personne n'était au-dessus de la loi. Et maintenant, il était allongé impuissant pendant que son tueur en puissance se promenait librement, lui rendant visite quotidiennement, attendant le bon moment pour finir le travail. Maria ferma les yeux et prit sa décision. Elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle ne faisait rien, même si personne ne la croyait, même si cela détruisait sa carrière, même si elle se trompait. Bien que chaque cellule de son corps savait qu'elle ne se trompait pas, elle devait essayer. Cette nuit-là, Maria fit quelque chose qui soit sauverait une vie, soit détruirait sa carrière. Elle entra dans la chambre US 47 après la fin des heures de visite, quand l'USC était calme et que la plupart du personnel était rentré chez soi. Elle ferma la porte derrière elle et elle fit la seule chose que personne n'attendait. Elle raconta tout au général. Auriez-vous parlé ou seriez-vous resté silencieux? Commentez. Je parlerai si vous risquiez tout pour la vérité. Voyons combien d'entre vous sont du côté de Maria. Le quart de nuit de Maria commença à 23 heures. L'USC était calme, la plupart des patients sous sédatifs pour dormir, les couloirs sombres, sauf pour la lueur des postes de surveillance. Elle s'était portée volontaire pour la nuit spécifiquement pour pouvoir être seule avec Bruce Hopkins, afin de pouvoir lui parler sans interruption, sans que personne n'entende, sans que personne ne pense qu'elle avait perdu la tête. Elle entra dans la chambre 847 à 23h30 et ferma doucement les portes derrière elle. Les machines bourdonnaient leur rythme régulier. Bruce était allongé exactement comme il l'avait été pendant des semaines, les yeux fermés, le visage paisible, ne donnant aucune indication que quelqu'un vivait derrière cette immobilité. Maria tira une chaise près du lit et s'assit. Ses mains tremblaient. Elle ne savait pas s'il pouvait l'entendre. Le docteur avait dit « probablement pas ». Les patients atteints du syndrome d'enfermement conservaient parfois le traitement auditif, mais le cas de Bruce était classé comme lésion cérébrale traumatique sévère avec réactivité minimale. Le consensus médical était qu'il était essentiellement parti. Un corps maintenu en vie par des machines, attendant d'une famille qui n'existait pas pour prendre la décision de le laisser partir. Mais Maria avait vu sa main se serrer. Elle avait vu les schémas. Et elle avait passé 15 ans à apprendre que le corps humain communique de manière que la médecine ne reconnaît pas toujours. Alors, elle parla quand même. « General Hopkins, mon nom est Maria Blum. J'ai été votre infirmière pendant la dernière semaine. » Sa voix était douce, régulière, bien que son cœur battait la chamade. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je vais vous parler comme si vous le pouviez parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité. » Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées, choisissant ses mots avec soin. « Je sais qui vous a fait ça, votre chauffeur, Julius Cage. Je l'ai entendu au téléphone aujourd'hui. Il a saboté vos freins. Il a causé l'accident. Et il est venu ici tous les jours, non pas parce qu'il se soucie de vous, mais parce qu'il a besoin de s'assurer que vous ne vous réveillez pas. » La voix de Maria se coinça légèrement. « Je sais que vous ne pouvez probablement pas répondre. Je sais que les médecins pensent que vous êtes inconscient, mais si vous êtes là, si une partie de vous peut m'entendre, je veux que vous sachiez que je vais le dénoncer. Je vais dire à la sécurité ce que j'ai entendu. Je vais m'assurer qu'ils ne s'en tirent pas. » Les moniteurs bipèrent. Le ventilateur siffla. Bruce ne bougea pas. Maria continua.
Je n'ai pas encore de preuves, juste ce que j'ai entendu, mais je vais la trouver. Je vais continuer à le surveiller. Je vais tout documenter et je ne le laisserai pas vous faire de mal à nouveau. Elle tendit la main et posa doucement sa main sur son avant-bras comme elle l'avait fait avec d'innombrables patients au fil des ans. Une connexion humaine, un rappel qu'il n'était pas seul. Vous avez passé toute votre carrière à vous assurer que les criminels faisaient face à la justice. Vous avez envoyé des mauvaises personnes en prison. Vous avez défendu ce qui était juste, même quand c'était dangereux. Et maintenant, vous ne pouvez pas vous défendre. Sa voix devint plus forte. Alors je vais vous défendre, même si personne ne me croit. Même s'ils pensent que je suis folle, vous n'êtes pas seul, Général Hopkins. Plus maintenant. Maria s'assit dans le silence qui suivit, observant son visage pour le moindre signe, le moindre éclair de conscience. Rien. Les médecins avaient probablement raison. Il était parti. Elle parlait à une coquille vide, projetant de l'espoir sur une situation qui n'en avait aucune. Elle était sur le point de se lever, sur le point de le laisser dormir quand elle le vit. Une seule larme glissant lentement le long de sa joue gauche. Le souffle de Maria s'arrêta. Elle se pencha en avant, fixant, s'assurant qu'elle ne l'imaginait pas. Mais elle était là, attrapant la faible lumière des moniteurs, une larme roulant sur le visage d'un homme dont les médecins disaient qu'il ne pouvait pas pleurer, ne pouvait pas sentir, ne pouvait pas répondre. « Vous pouvez m'entendre » murmura Maria. « Pas une question, une affirmation. Vous avez tout entendu. » Une autre larme suivit la première, et puis la main droite de Bruce, celle qu'elle avait observée pendant des jours, se serra fort, si fort ses jointures devinrent blanches. Ce n'était pas un spasme, ce n'était pas aléatoire, c'était délibéré, c'était une communication. C'était un homme piégé dans son propre corps, criant de la seule manière qu'il pouvait. Maria sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Elle lui serra la main avec précaution, sentant la tension dans ses doigts, sentant la vie que tous les autres avaient manquée. « Je comprends. Je vous vois et je vous promets que je vais arranger ça. La cage de Julius ne va pas gagner. » Elle resta là encore 10 minutes, lui tenant la main, sentant qu'il se détendait progressivement, comme s'il avait enfin pu relâcher un poids impossible. Quand elle se leva pour partir, elle le regarda une fois de plus. À ce moment-là, Maria Bloom devint plus qu'une infirmière. Elle devint sa seule âme, la seule personne qui connaissait la vérité, la seule personne qui croyait qu'il se battait encore. La seule personne se tenant entre Bruce Hopkins et l'homme qui avait essayé de le tuer. Elle quitta la chambre 847 avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle savait à qui elle devait parler. Et elle savait que quelqu'un la croie ou non, elle allait s'assurer que Julius Cage répondrait de ce qu'il avait fait parce que Bruce Hopkins ne pouvait pas se battre pour lui-même. Mais Maria pouvait se battre pour lui. Et c'est exactement ce qu'elle avait l'intention de faire. Maria n'alla pas à la police. Elle y pensa, passa le reste de son corps à peser les options, mais décida finalement de ne pas le faire. Le problème était la complexité juridictionnelle. L'accident s'était produit sur une autoroute fédérale. Bruce était un général de marine. Julius travaillait pour le département de la Défense. Si elle appelait la police locale, il devrait impliquer les autorités fédérales et les autorités fédérales voudraient des preuves, une cause probable, quelque chose de plus substantiel que le récit d'une infirmière d'un appel téléphonique entendu par hasard et des larmes d'un patient. Le temps que la bureaucratie se démêle, Julius pourrait disparaître ou pire, il pourrait finir ce qu'il avait commencé. Alors, à 6 heures du matin, quand son corps se termina, Maria alla à la sécurité de l'hôpital à la place. Richmond Memorial avait son propre service de sécurité, principalement d'anciens policiers, des gens qui savaient comment gérer des situations délicates discrètement. Maria demanda à parler au directeur, un homme nommé Thomas Garrett.
qui avait été détective au PD de Richmond pendant 20 ans avant de prendre sa retraite dans la sécurité hospitalière. Elle le rencontra dans son petit bureau près de l'entrée du service des urgences. Garrett avait la cinquantaine, des cheveux gris, des yeux perçants et le genre de présence qui faisait que les gens disaient la vérité. Maria s'assit en face de son bureau et lui raconta tout. Les observations, l'appel téléphonique, les larmes, le serrement de la main de Bruce, tout cela. Garrett écouta sans interrompre. Quand Maria eut fini, il se pencha en arrière sur sa chaise et resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Si vous avez raison, et je ne dis pas que vous avez tort, nous avons un suspect de tentative de meurtre qui rend visite quotidiennement à une victime. Si vous avez tort, nous avons un ami en deuil et une infirmière qui pourrait voir des schémas qui n'existent pas. » « Je sais ce que ça donne, dit Maria. En fait, ça donne l'impression que vous avez de bons instincts. Garrett sortit un bloc-notes. Mais les instincts ne tiennent pas devant un tribunal. Nous avons besoin de preuves. Et le problème est que l'inspection du véhicule a déjà classé l'accident comme une défaillance mécanique. Pas de faute, pas d'enquête, dossier clos. Alors nous le rouvrons, dit Maria. Garrett hocha la tête lentement. Je peux passer quelques appels discrètement. J'ai encore des contacts avec la police d'État et ils ont des relations avec les enquêteurs fédéraux. S'il y a quelque chose à trouver dans ce véhicule, ils le trouveront. Mais cela fait 3 semaines. Si Julius a saboté les freins, il l'a fait avec soin. Toute preuve sera subtile. Et si nous le forcions à nous montrer où se trouvent les preuves? Demanda Maria. Garrett leva un sourcil. Que voulez-vous dire? Il pense qu'il est en sécurité, expliqua Maria. Il pense que l'inspection l'a blanchi. Il pense que personne ne suspecte rien. Mais s'il pensait soudain que le véhicule allait être inspecté de nouveau, plus attentivement cette fois, que ferait-il? L'expression de Garrett changea. Compréhension. S'il est innocent, il ne ferait rien. S'il est coupable, il paniquerait. Maria termina. Il essayerait de détruire les preuves avant que quiconque ne les trouve. Ils ne pouvaient pas arrêter Julius sans preuve, mais ils pouvaient le faire paniquer. Et la panique rend les gens imprudents. Les faits se révéler. Les faits faire exactement la chose qui prouve leur culpabilité. Garrett passa ses appels. À 8 heures du matin, il avait contacté un enquêteur de la police d'État de Virginie, spécialisé dans les cas de falsification de véhicules. L'enquêteur accepta de mettre sous surveillance le parc de Fourrière où le véhicule accidenté était stocké. Il le surveillerait discrètement. Aucune présence policière visible, juste des caméras et quelques officiers en civil dans une voiture banalisée garée de l'autre côté de la rue. Le piège était tendu. Maintenant, ils avaient besoin que Julius y entre. La stratégie était simple. Maria mentionnerait nonchalamment à portée de voix de Julius que le véhicule accidenté allait être inspecté le lendemain. Quelque chose à propos des exigences d'assurance et de l'analyse mécanique secondaire. Elle le dirait naturellement, comme si c'était des potins hospitaliers routiniers. Rien d'inquiétant. Si Julius était innocent, l'information ne signifierait rien pour lui. Il l'entendrait et l'oublierait. Mais si Julius était coupable, s'il savait qu'il y avait des preuves dans ce véhicule qui pourraient prouver qu'il avait saboté les freins, il ne pourrait pas laisser cette inspection avoir lieu. Il devrait agir. Il devrait aller à la Fourrière et détruire toute preuve restante avant que les enquêteurs ne la trouvent. La peur est une confession puissante. Et Julius Cage, malgré toute sa planification minutieuse, malgré toute sa patience pendant 8 ans, était sur le point d'avoir peur. Le rôle de Maria était crucial. Elle devait agir normalement. Devait traiter Julius exactement comme elle l'avait traité toute la semaine. Professionnelle, courtoise, sans suspicion. Elle ne pouvait pas le laisser voir que quelque chose avait changé. Ne pouvait pas le laisser savoir qu'elle avait entendu son appel téléphonique ou que la sécurité était maintenant impliquée. Julius devait croire qu'il était toujours en contrôle,
toujours en sécurité, toujours non détecté. Garrett la prévint. S'il suspecte que vous savez quelque chose, s'il pense que vous êtes une menace, cela devient dangereux. Les suspects de tentative de meurtre n'aiment pas les témoins. Vous comprenez cela? Maria comprit, mais elle comprit aussi que Bruce Hopkins était allongé dans la chambre 847, conscient et alerte, piégé à l'intérieur de son propre corps pendant que son tueur en puissance lui rendait visite quotidiennement. Quelqu'un devait arrêter Julius, et en ce moment, Maria était la seule à pouvoir le faire. Cet après-midi-là, quand Julius arriva pour sa visite quotidienne à 14h15, Maria était prête. Elle avait répété la phrase une douzaine de fois, pratiqué le ton, la livraison désinvolte, l'absence totale d'emphase qui la ferait paraître sans importance, juste un autre morceau d'information hospitalière banale. Julius passa devant le poste des infirmières. Maria leva les yeux de sa documentation, sourit poliment et prononça les mots qui soit attraperaient un tueur, soit prouveraient qu'elle avait tort. Les mots qui mettraient tout en mouvement. Les mots que Julius Cage passerait le reste de sa vie à souhaiter n'avoir jamais entendus. Le jour suivant parut incroyablement long. Maria arriva pour son corps à 7 heures du matin, sachant que Julius n'apparaîtrait pas avant le début de l'après-midi. 5 heures d'attente, 5 heures à vérifier l'horloge, à revoir son plan, à répéter le ton exact et la cadence qu'elle utiliserait en prononçant la phrase. Cela devait sembler décontracté, sans importance. Le genre de détail administratif que le personnel hospitalier mentionnait en passant sans y penser à deux fois. Elle suivit sa routine normale, vérifia les signes vitaux, administra les médicaments, documenta les mises à jour des patients, mais son esprit était ailleurs, parcourant des scénarios, anticipant les réactions possibles de Julius. Prendrait-il l'appât? Comprendrait-il la ruse? Suspecterait-il qu'elle savait? Thomas Garrett lui avait envoyé un SMS ce matin-là, confirmant que tout était en place. Équipe de surveillance positionnée en face du parc de Fourrière. Caméra enregistrant. Officier prêt. Tout ce dont ils avaient besoin maintenant, c'était que Julius passe à l'action. S'il ne faisait rien, s'il restait calme et laissait l'inspection avoir lieu, alors soit Maria se trompait sur tout, soit Julius contrôlait mieux sa peur qu'il ne l'avait anticipé. À 13h30, Maria était au poste des infirmières, mettant à jour le dossier de Bruce quand elle vit Julius marcher dans le couloir. Pile à l'heure, 14h15, à 15 minutes près, chaque jour pendant 3 semaines. Il portait ses fleurs habituelles du supermarché, affichait son expression habituelle de discrète préoccupation, marchait de son pas habituel et mesuré. Rien de différent, rien d'anormal. Le rythme cardiaque de Maria s'accéléra. C'était ça. Elle regarda sa tablette, faisant semblant de se concentrer sur la documentation, attendant le bon moment. Julius passa le poste, hocha poliment la tête à une autre infirmière et continua vers la chambre 847. Maria le laissa faire 3 pas, puis appela, gardant sa voix légère et conversationnelle. « Oh, Julius, as-tu entendu? » Il s'arrêta, se retourna. « Entendu quoi? » Maria garda ses yeux sur sa tablette, tapotant quelque chose au hasard sur l'écran, comme si elle travaillait toujours. Ils font une autre inspection sur le véhicule de l'accident du général. Demain, je crois. Quelque chose à propos du système de freinage, des exigences d'assurance ou de la révision de responsabilité. Je ne suis pas vraiment sûr. J'ai juste entendu des administrateurs en parler plus tôt. Elle leva les yeux brièvement, lui fit un petit sourire, le genre que l'on ferait à n'importe qui en partageant des potins hospitaliers banals, puis regarda de nouveau sa tablette comme si la conversation était déjà terminée, comme si ce qu'elle venait de dire était complètement sans importance. Le visage de Julius ne changea pas. Son expression resta neutre, poliment attentive, exactement ce à quoi on s'attend de quelqu'un qui entend des informations administratives sans importance. Mais Maria regardait ses mains, et ses mains racontaient une histoire différente. Elles tremblèrent juste une seconde.
Un tremblement à peine perceptible qu'il contrôla presque immédiatement, recourbant ses doigts autour des tiges des fleurs qu'il tenait pour cacher le mouvement. Mais Maria le vit, cette fraction de seconde où son corps trahit ce que son visage ne montrerait pas. La peur, peur soudaine, vive, indubitable. « Oh, dit Julius, sa voix stable, je ne savais pas qu'il faisait des inspections de suivi. Je suppose que quand c'est une affaire très médiatisée, ils sont plus méticuleux, dit Maria, gardant toujours son ton désinvolte, désintéressé. De toute façon, je pensais juste que vous pourriez vouloir savoir au cas où quelqu'un vous poserait des questions. Vous étiez son chauffeur, alors il pourrait vouloir une déclaration ou quelque chose, n'est-ce que pas? Merci de me l'avoir fait savoir. Julius hocha la tête, puis se tourna et continua vers la chambre de Bruce. Maria ne le regarda pas partir. Elle garda ses yeux sur sa tablette, garda sa respiration régulière, garda son visage neutre. Mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Il avait réagi subtilement, mais il avait réagi. Le piège fonctionnait. La visite de Julius ce jour-là fut plus courte que d'habitude. Normalement, il restait 30 à 40 minutes, assis tranquillement près du lit de Bruce, faisant défiler son téléphone, maintenant sa performance d'ami loyal. Mais aujourd'hui, il entra et sortit en moins de 15 minutes. Maria l'entendit partir, entendit ses pas se déplaçant rapidement dans le couloir, plus vite que son rythme habituel. Elle attendit 5 minutes, puis marcha nonchalamment vers la fenêtre au bout du couloir qui donnait sur le parking. Elle vit Julius émerger de l'entrée de l'hôpital, le vit sortir son téléphone et passer un appel, vit la tension de ses épaules, la façon dont il continuait de regarder autour de lui comme s'il vérifiait si quelqu'un le regardait. Maria sortit son propre téléphone et envoya un message à Garrett. Il part plus tôt que d'habitude, semblait secoué. La réponse de Garrett vint immédiatement. Équipe de surveillance notifiée, nous attendons. Et ainsi ils attendirent. Maria termina son quart, rentra chez elle dans son petit appartement, essaya de dîner, mais ne put manger plus de quelques bouchées. Elle continua de vérifier son téléphone, attendant une mise à jour, attendant d'entendre si Julius avait mordu à l'hameçon, attendant de savoir si ses instincts avaient été justes ou si elle avait juste mis sa carrière en péril à cause d'une situation mal interprétée. Le parc de fourrière où le véhicule accidenté de Bruce était entreposé fermait à 18 heures. Il ne rouvrirait pas avant 8 heures le lendemain matin. Si Julius devait agir, ce serait cette nuit-là. Sous le couvert de l'obscurité, quand il pensait que personne ne regarderait, Maria resta couchée cette nuit-là, incapable de dormir, fixant son téléphone dans l'obscurité. Garrett avait promis de l'appeler au moment où quelque chose se produirait. Mais à mesure que les heures passaient, minuit, 1h du matin, 2h du matin, son téléphone resta silencieux. Peut-être que Julius n'allait pas agir. Peut-être qu'il avait décidé que le risque était trop grand. Peut-être qu'il était plus intelligent qu'il ne l'avait anticipé et avait vu à travers le piège. Ou peut-être, juste peut-être, Maria s'était trompée sur tout depuis le début. À 2h47 du matin, son téléphone sonna enfin. Julius Cage arriva à l'installation de fourrière du comté de Henrico. À 00h43 du matin, l'équipe de surveillance était en position depuis 20h ce soir-là. 2 officiers en civil dans une berline banalisée garée de l'autre côté de la rue. Des caméras montées avec des lignes de vue claires vers l'entrée et la zone de stockage des véhicules. Ils attendaient depuis plus de 4 heures lorsque la voiture de Julius s'arrêta 2 pâtés de maisons plus loin, phare éteint, se déplaçant lentement dans le quartier industriel comme s'il essayait de ne pas être remarqué. Il ne pouvait pas les laisser trouver les preuves. Les plaquettes de frein altérées raconteraient toute l'histoire. Julius avait été méticuleux lorsqu'il avait saboté le système il y a 3 semaines, mais il savait que les enquêteurs légistes savaient qu'ils pouvaient trouver des marques d'outils microscopiques, des fractures de stress qui ne correspondaient pas aux modèles d'usure normaux, des preuves de falsification délibérée que l'inspection initiale avait manqué. S'il regardait d'assez près, s'il faisait un appel à des spécialistes, il verrait ce qu'il avait fait.
Et une fois qu'ils l'auraient vu, ils commenceraient à poser des questions. Des questions qui mèneraient à lui. Le parc de Fourrière était entouré d'une clôture grillagée surmontée de barbelés, de portails verrouillés, de lumières de sécurité éclairant les rangées de véhicules endommagés, attendant les réclamations d'assurance et les procédures judiciaires. Julius resta assis dans sa voiture pendant près de 10 minutes à observer, s'assurant que personne n'était là. L'installation avait des caméras. Il le savait, mais elles étaient vieilles, granuleuses, du genre qui enregistraient, mais étaient rarement examinées à moins qu'il n'y ait un incident spécifique. Et le temps que quelqu'un pense à vérifier les images, si jamais il le faisait, Julius serait parti depuis longtemps. Les composants de frein seraient détruits. Les preuves seraient parties. Il n'y aurait rien à trouver. Il sortit de sa voiture, portant un petit sac à dos avec des outils, une lampe de poche et une paire de gants de travail. Le portail principal était verrouillé, mais Julius avait déjà travaillé autour d'installations sécurisées. Il savait comment trouver les points faibles. Il y avait une section de clôture sur le côté est où le grillage s'était légèrement séparé du poteau, juste assez d'espace pour que quelqu'un puisse se faufiler s'il était déterminé. Julius était très déterminé. À 00h47, il était à l'intérieur du lot, se déplaçant entre les rangées de véhicules accidentés, utilisant sa lampe de poche avec parcimonie, restant dans l'ombre. Il savait où se trouverait la voiture de Bruce. Affaire très médiatisée, employé fédéral. Il l'aurait stockée dans la section arrière, loin de l'inventaire régulier. Il lui fallut 4 minutes pour la trouver. Le véhicule était pire que ce à quoi il s'attendait. Tout le côté conducteur était écrasé, les fenêtres brisées, le métal tordu par l'impact avec la barrière de béton. Mais le système de freinage était ce qui importait. Julius s'agenouilla à côté de la roue avant, sortit ses outils et commença à travailler. Il devait retirer les plaquettes de frein compromises, les détruire complètement, s'assurer que personne ne pourrait jamais prouver qu'elles avaient été délibérément affaiblies. Ses mains bougèrent rapidement, efficacement, dévissant les boulons de l'étrier, accédant aux plaquettes qu'il avait altérées 3 semaines plus tôt. Il était tellement concentré sur le travail, tellement absorbé par la suppression des preuves qu'il n'entendit pas les pas s'approchant de 3 directions différentes. Ne vit pas les officiers se déplaçant tranquillement à travers le lot, l'encerclant, coupant chaque sortie. Ne réalisa pas qu'il était tombé dans un piège jusqu'à ce que la première lampe de poche s'allume, brillant directement sur son visage. Puis une autre et une autre. Soudain, Julius fut entouré de lumière. 6 officiers avec des armes dégainées, tous positionnés en un périmètre prudent autour de lui. Il se figea, toujours agenouillé à côté du véhicule, tenant toujours la plaquette de frein dans sa main gantée. La preuve, la chose qu'il était venu détruire, maintenant tenue dans sa main comme une confession. Julius Cage, ne bougez pas. Gardez vos mains où nous pouvons les voir. Le visage de Julius à ce moment-là raconta toute l'histoire. Choc, incrédulité, une compréhension soudaine qu'il avait été dupé, que quelqu'un avait su, que l'annonce de l'inspection avait été un appât et qu'il l'avait pris. Ses yeux fouillèrent autour, cherchant une voie d'évacuation, mais il n'y en avait pas. Les officiers se rapprochèrent et lentement, professionnellement, ne lui laissant aucune option. Lâchez ce que vous tenez et mettez vos mains derrière votre tête. La plaquette de frein tomba des doigts gantés de Julius et atterrit dans la terre à côté du véhicule. La police attendait depuis 2 heures, en position depuis 22 heures ce soir-là, prête pour lui. Ils savaient qu'il viendrait. Ils savaient exactement ce qu'il essayerait de faire. Et maintenant, ils l'avaient pris en flagrant délit avec les preuves littéralement dans ses mains. Julius Cage, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, altération de preuves et effraction. Vous avez le droit de garder le silence. Ils le menottèrent là, dans le parc de Fourrière. Lui lurent ses droits pendant qu'il était agenouillé dans la terre à côté du véhicule qu'il avait saboté. Julius ne dit rien,
ne résista pas, regarda juste la plaquette de frein gisant dans la terre, le morceau de métal qui prouvait tout. Ses 8 ans de patience, sa planification minutieuse, son crime parfait, tout cela détruit parce qu'il avait paniqué, parce qu'il avait eu peur, parce que la peur l'avait rendu imprudent. Alors qu'il le conduisait à la voiture de patrouille, Julius leva les yeux vers les caméras qu'il avait crues trop vieilles pour importer, vers les officiers qui l'avaient observé tout le temps, vers le piège dans lequel il était tombé, en pensant qu'il détruisait des preuves alors qu'en réalité il les créait. Et pour la première fois depuis le jour où il avait saboté les freins de Bruce Hopkins, Julius Cage comprit qu'il avait perdu. Que la justice, la même justice que son frère avait affrontée il y a 10 ans, venait à lui maintenant. Les images de surveillance montreraient tout. Julius entrant illégalement dans le lot, Julius accédant au véhicule, Julius retirant les composants de frein, Julius pris avec les preuves dans ses mains. Il n'y aurait aucune explication possible, aucune revendication d'innocence, aucune évasion. À 1h32 du matin, Thomas Garrett appela Maria Bloom et lui dit qu'il l'avait, lui dit que le piège avait fonctionné, lui dit que Julius Cage venait d'avouer une tentative de meurtre sans dire un seul mot. Si vous croyez que la justice comme celle-ci devrait toujours gagner, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Les criminels ne le feront pas, mais vous le ferez. Maria arriva à l'hôpital à 6h30 ce matin-là, 2 heures avant le début officiel de son corps. Elle avait à peine dormi après l'appel de Garrett. L'adrénaline et le soulagement la maintenaient éveillée, rejouant tout ce qui s'était passé au cours de la dernière semaine. Julius était en détention. Les preuves étaient sécurisées. La vérité éclatait enfin au grand jour. Mais la seule personne qui méritait de savoir, la seule personne qui avait été piégée dans le silence à travers tout cela, était toujours allongée dans la chambre 847, sans savoir que la justice était enfin arrivée. Elle trouva Thomas Garrett dans le hall de l'hôpital, l'air épuisé mais satisfait. Il avait été au poste de police toute la nuit, coordonnant avec les enquêteurs, s'assurant que l'arrestation était traitée correctement, s'assurant que rien ne se perdait dans le fouillis bureaucratique. Il vit Maria et s'approcha, un sourire fatigué sur son visage. « Il a avoué, dit Garrett. Il a fallu environ 3 heures d'interrogatoire, mais il a craqué. Il a tout raconté. Le sabotage, le mobile, son frère, toute l'histoire. » Maria sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Une tension qu'elle avait retenue pendant des jours. Enfin lâchée. Tout. Les enquêteurs ont retiré les composants de frein du véhicule. La médecine légale a confirmé la falsification. Des marques d'outils cohérentes avec un affaiblissement délibéré. Et Julius a admis l'avoir fait. A dit qu'il le planifiait depuis des années, attendant le bon moment. Garrett secoua la tête. Vous aviez raison sur tout. Chaque instinct, chaque observation, vous avez sauvé la vie de cet homme. Maria ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait fatiguée et soulagée et reconnaissante d'avoir eu confiance en elle quand personne d'autre ne l'avait cru. Puis-je lui dire, General Hopkins, puis-je lui dire ce qui s'est passé? Les médecins veulent lui faire un briefing officiel, mais oui, vous devriez être celle qui le fera. Vous avez gagné cela. Garrett posa une main sur son épaule. Bon travail, Maria. Vraiment bon travail. Maria prit l'ascenseur jusqu'à l'USC, marcha le long du couloir familier jusqu'à la chambre 847 et se tint devant la porte un instant, se ressaisissant. Elle ne savait pas s'il savait, ne savait pas si Bruce avait d'une manière ou d'une autre perçu le changement, le déplacement dans l'air, l'absence de la menace qui lui rendait visite quotidiennement. Elle ne savait pas à quel point il comprenait ou à quel point il avait été conscient pendant les dernières 24 heures. Elle poussa la porte et entra. Bruce gisait dans le lit, comme toujours, les yeux fermés, les machines bourdonnantes, la lumière du matin filtrant à travers la fenêtre, projetant des ombres sur son visage immobile. Maria marcha jusqu'à son chevet et s'assit dans la chaise qu'elle avait occupée tant de fois
au cours de la semaine dernière. Général Hopkins, dit-elle doucement, c'est Maria, j'ai des nouvelles. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, voulant bien faire les choses. Julius Cage a été arrêté hier soir. Il est allé à la fourrière pour détruire des preuves et la police l'attendait. Il a tout avoué. Le sabotage, l'accident, tout cela. La voix de Maria devint plus forte. Il est en détention maintenant. Il va en prison et vous êtes en sécurité. Il ne peut plus vous faire de mal. Pendant un long moment, rien ne se passa. Les machines bipèrent. Le ventilateur siffla. Bruce resta immobile. Maria se demanda s'il l'avait entendu, s'il avait compris, si quoi que ce soit l'avait atteint à travers les barrières qui séparaient son esprit de son corps. Et puis lentement et possiblement, les yeux de Bruce commencèrent à s'ouvrir. Ce ne fut pas dramatique, ce ne fut pas soudain, ce fut graduel, comme quelqu'un se réveillant d'un très long sommeil, ses paupières papillonnant d'abord, puis s'ouvrant juste légèrement, puis plus largement. Maria retint son souffle, regardant Bruce Hopkins, qui n'avait pas ouvert les yeux depuis 3 semaines, dont les médecins avaient dit qu'il pourrait ne jamais se réveiller, la regarder directement. Ses yeux étaient clairs, concentrés, conscients, non pas le regard vacant de quelqu'un sortant d'un coma, mais le regard aigu et intelligent de quelqu'un qui avait été conscient tout le temps, quelqu'un qui avait été piégé, quelqu'un qui avait attendu. Maria sentit des larmes monter à ses yeux. « Vous êtes réveillé. Vous êtes vraiment réveillé. » Les lèvres de Bruce bougèrent, essayant de former des mots. Sa voix était rauque d'inutilisation et d'un tube respiratoire qui n'avait été retiré que 2 jours auparavant. Il lui fallut 3 tentatives, mais finalement les mots sortirent, doux mais inconfondables. « Vous avez sauvé ma vie 2 fois. » Maria se pencha plus près, pas sûr d'avoir bien entendu. « Quoi? » Bruce déglutit, l'effort visible, et parla de nouveau, chaque mot délibéré. Une fois en découvrant la vérité, une fois en me donnant une raison de me battre. Les larmes que Maria avait retenues débordèrent finalement. Elle avait pensé qu'elle faisait juste son travail, qu'elle faisait juste attention, qu'elle faisait juste confiance à ses instincts. Mais pour Bruce, elle avait été tout. La seule personne qui avait remarqué, la seule personne qui avait cru, la seule personne qui avait refusé de détourner le regard. « Je ne savais pas que vous pouviez m'entendre, » dit Maria. « Cette nuit-là, quand je vous ai dit que je savais, quand j'ai dit que je le dénoncerais, je ne savais pas si vous compreniez. » « J'ai entendu chaque mot, » dit Bruce, sa voix devenant légèrement plus forte. « Chaque mot que vous avez dit, chaque mot qu'il a dit. Pendant 3 semaines, j'ai été piégé, écoutant, sachant, incapable de le dire à quiconque jusqu'à vous. » Il fit une pause épuisé par l'effort de parler, mais ses yeux ne la quittèrent jamais. Julius me rendait visite tous les jours, se tenait au-dessus de mon lit, jubilait, me disait ce qu'il avait fait, comment il l'avait planifié, comment il s'en était tiré, et je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas parler, ne pouvais avertir personne. Sa main bougea légèrement sur la couverture, ses doigts essayant de l'atteindre. Je perdais espoir, me demandant si je serais piégé pour toujours, s'il finirait ce qu'il avait commencé. Et puis vous m'avez dit que vous saviez. Vous m'avez dit que je n'étais pas seul. Et cela m'a donné quelque chose pour quoi me battre, une raison de continuer à essayer de me réveiller. Maria prit doucement sa main, sentant la force dans sa poigne, la vie qui avait été cachée sous l'immobilité pendant si longtemps. Vous êtes en sécurité maintenant. Il va en prison et vous allez vous rétablir. Les médecins vont être émerveillés. Bruce réussit quelque chose qui aurait pu être un sourire. J'écoute les médecins depuis 3 semaines. Ils ne savent pas autant qu'ils le pensent. Maria rit à travers ses larmes, le son brisant la tension dans la pièce, apportant de la légèreté à un moment qui avait été si lourd pendant si longtemps. Elle avait vu beaucoup de choses en 15 ans d'infirmerie. Elle avait vu des patients se rétablir contre des pronostics impossibles.
Elle avait vu des familles réunies après des blessures dévastatrices. Elle avait vu des miracles, petits et grands, se dérouler dans des chambres d'hôpital à travers 3 États différents. Mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Elle n'avait jamais vu quelqu'un se battre pour revenir du bord de la mort. Non pas une fois, mais 2 fois. Soutenu par rien d'autre que la volonté et la voix d'une infirmière qui refusa d'abandonner. Bruce Hopkins était vivant. Il était réveillé et la justice avait enfin été rendue. Le procès de Julius Cage commença 4 mois plus tard au tribunal fédéral. Le dossier de l'accusation était accablant. Ils avaient les images de surveillance de la fourrière montrant Julius s'introduisant à 0h40 du matin. Ils avaient les composants de frein qu'il avait été surpris à retirer avec une analyse médico-légale confirmant une falsification délibérée. Ils avaient sa confession complète de l'interrogatoire enregistrée et transcrite où il avait admis avoir saboté le véhicule, planifié l'accident et visité Bruce quotidiennement pour s'assurer qu'il ne se réveillait jamais. Et ils avaient Bruce Hopkins lui-même suffisamment rétabli pour s'asseoir à la barre des témoins et raconter son histoire. Bruce témoigna pendant 3 heures. Il décrivit le syndrome d'enfermement, l'horreur d'être conscient mais paralysé, incapable de communiquer pendant que Julius se tenait au-dessus de son lit et avouait une tentative de meurtre. Il raconta chaque mot que Julius avait murmuré, chaque menace, chaque moment de jubilation. Le jury resta dans un silence stupéfait pendant que Bruce expliquait ce que l'on ressentait d'être enterré vivant à l'intérieur de son propre corps, pendant que son tueur en puissance se promenait librement. Maria témoigna aussi. Elle expliqua ses observations, les schémas qu'elle avait remarqués, l'appel téléphonique qu'elle avait entendu par hasard, et le plan qu'elle avait élaboré avec la sécurité de l'hôpital pour piéger Julius. L'avocat de la défense tenta de suggérer qu'elle avait été trop suspicieuse, lisant la malveillance dans un comportement innocent, mais les preuves rendirent ses arguments insignifiants. Julius avait été pris en flagrant délit de destruction de preuves. Il n'y avait aucune explication possible. Le procès dura 2 semaines. Le jury délibéra pendant 4 heures. Julius Cage fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, tentative de meurtre, complot, altération de preuves et effraction. Le juge le condamna à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que la sentence était lue, Julius resta immobile, regardant droit devant lui, la même expression vide qu'il avait eue tout au long du procès. Aucun remords, aucune excuse, juste l'acceptation tranquille d'un homme qui avait tout misé sur la vengeance et avait perdu. La récupération de Bruce prit plus de temps que le procès. Des mois de physiothérapie intensive, réapprendre à marcher, à utiliser ses mains avec une coordination complète, à parler sans la rossité qui était restée après le tube respiratoire. Les médecins appelèrent cela remarquable. Bruce appela cela nécessaire. Il avait travaillé pour revenir aux affaires à poursuivre. Une carrière qu'il n'était pas prêt à abandonner juste parce que quelqu'un avait essayé de le tuer. 7 mois après l'accident, Bruce Hopkins retourna au service. Pas à plein temps au début. Heures limitées, travail de bureau principalement, mais il était de retour. Le corps des Marines l'accueillit avec une cérémonie. Bien que Bruce ait demandé qu'elle reste petite, il n'était pas intéressé à être célébré pour avoir survécu. Il était intéressé à reprendre le travail qui importait. Maria fut honorée, elle aussi. L'hôpital lui remit son prix d'excellence en soins aux patients lors d'une réunion du personnel. Le corps des Marines envoya une mention élogieuse officielle, la remerciant pour sa vigilance et son courage dans la protection de l'un des leurs. Maria accepta les 2 honneurs avec grâce, bien qu'en privé, elle ne se sentait toujours pas comme une héroïne. Elle avait juste fait ce que toute bonne infirmière ferait. Elle avait fait attention. Bruce Hopkins avait passé 30 ans à faire respecter une règle inébranlable. Personne n'était au-dessus de la loi. Ni les politiciens, ni les criminels d'entreprise, ni les fonctionnaires corrompus. Et maintenant, pas même les personnes en qui vous avez le plus confiance.
Julius Cage avait cru que la loyauté et la proximité le protégeraient, que 8 ans de service le rendraient invisible, au-delà de tout soupçon. Mais la loi ne se souciait pas de 8 ans de performance parfaite. La loi se souciait des preuves, et Julius en avait fourni en abondance. 6 mois après la condamnation de Julius, Richmond Memorial organisa son gala de bienfaisance annuel, une collecte de fonds pour les programmes de soins aux patients et la recherche médicale. Bruce y assista en tant qu'invité d'honneur, se déplaçant encore un peu lentement, reconstruisant encore sa force, mais présent et vivant et déterminé à montrer sa gratitude à l'institution qui l'avait sauvé. Maria était là aussi, mal à l'aise dans sa robe de soirée, préférant ses blouses aux tenues de soirée, mais elle avait été spécifiquement invitée par l'administrateur de l'hôpital et se sentait obligée d'y assister. Elle se tenait près de la table des rafraîchissements, observant la foule quand Bruce la trouva. « Vous vous cachez, dit-il. »« J'observe, corrigea Maria. Il y a une différence. » Bruce sourit. C'était plus facile maintenant, les muscles faciaux ayant retrouvé leur pleine fonction. Vous faites toujours attention, vous remarquez toujours des choses. Force d'habitude. Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, regardant l'événement se dérouler autour d'eux, des médecins se mêlant aux donateurs, des administrateurs prononçant des discours sur la mission de l'hôpital, des survivants partageant leurs histoires. C'était le genre de soirée qui célébrait la vie et le rétablissement. Le genre de soirée qui rappelait à chacun pourquoi il faisait ce travail. « Je ne vous ai jamais remercié correctement, » dit Bruce après un moment, « pour avoir fait confiance à vos instincts, pour avoir parlé quand personne ne vous croyait, pour avoir refusé de le laisser gagner. » Maria secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je faisais juste mon travail. » « Non, » dit Bruce fermement. « Vous êtes allé au-delà de votre travail. Vous avez risqué votre carrière. Vous vous êtes mis en danger. Vous avez défendu quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Pendant 30 ans, j'ai opéré sur le principe que la justice est une quête solitaire. Que défendre ce qui est juste signifie être seul. Que vous ne pouvez dépendre de personne parce que les gens sont faibles, corruptibles, peu fiables. Et maintenant, demanda Maria, maintenant je sais que j'avais tort. » Bruce la regarda, son expression sincère. « J'ai passé 3 semaines dans ce lit d'hôpital à penser que j'étais seul, à penser que personne ne le remarquerait, que personne ne s'en soucierait, que personne ne se battrait pour moi comme je m'étais battu pour les autres. Et puis vous m'avez prouvé le contraire. Vous m'avez montré que parfois, quand vous ne pouvez pas vous défendre, quelqu'un d'autre se défendra pour vous. » Maria sentit sa gorge se serrer. « Vous auriez fait la même chose pour moi. »« Peut-être, » dit Bruce, « mais je n'aurais pas remarqué ce que vous avez remarqué. Je n'aurais pas fait confiance à mes instincts comme vous avez fait confiance aux vôtres. Vous avez un don, Maria. Ne cessez jamais de l'utiliser. » Ils se tinrent ensemble à ce gala de bienfaisance. Le général et l'infirmière, 2 personnes qui avaient été réunies par la tragédie et liées par la justice. Bruce avait appris quelque chose dans ce lit de l'hôpital, quelque chose qu'il n'avait jamais tout à fait compris en 30 ans de poursuites criminelles et d'application de la loi. Il avait appris que la force n'était pas seulement une question de rester ferme. C'était aussi de savoir quand faire confiance à quelqu'un d'autre pour se défendre. Il avait appris qu'il n'avait pas à porter le fardeau seul. Il avait appris que parfois les gens qui vous sauvent sont ceux que vous ne voyez jamais venir. Et Maria avait appris quelque chose aussi. Elle avait appris que faire attention compte. Que de petites observations peuvent sauver des vies. Que se faire confiance, même quand personne d'autre ne le fait, est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Ensemble, ils avaient arrêté le tueur. Ensemble, ils avaient rendu justice. Et ensemble, ils se tenaient comme la preuve que de bonnes personnes, faisant attention, refusant de détourner le regard, peuvent encore changer le résultat des histoires même les plus sombres.
Cette histoire nous rappelle que la justice n'est pas seulement une question de loi. C'est une question de personnes qui refusent de détourner le regard. Des personnes comme Maria Bloom, qui a fait confiance à son instinct, quand tout le monde les a ignorés, qui a vu des schémas là où d'autres voyaient du chagrin, qui a défendu un homme qui ne pouvait pas se défendre, même si cela signifiait risquer tout ce pourquoi elle avait travaillé. Et des personnes comme Bruce Hopkins, qui n'a jamais abandonné même quand son corps avait lâché, qui s'est battu de l'intérieur d'une prison de paralysie, qui s'est accroché à la conscience et à l'espoir quand toutes les raisons lui disaient de lâcher prise. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez en les personnes qui se dressent contre la trahison et la corruption, alors faites 3 choses. Appuyez sur s'abonner parce que nous racontons des histoires qui comptent. Des histoires de vraies personnes confrontées à des situations impossibles et choisissant le courage plutôt que le confort. Laissez un commentaire disant « Je suis pour la justice ». Montrez aux trolls et aux cyniques qu'ils sont en minorité. Construisons une communauté de personnes qui croient que le bien gagne toujours. Et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que les bonnes personnes gagnent toujours. Parce que dans un monde plein de Julius Cage, de personnes qui planifient dans l'obscurité et frappent depuis des positions de confiance, nous avons besoin de plus de Maria Blooms. Nous avons besoin de plus de personnes qui font attention, qui se font confiance, qui refusent de se taire quand quelque chose ne va pas. La justice n'est pas inévitable, mais elle est